Salut Internet. Un mois après le dernier 7 minutes de faits surprenants, il est temps, je pense, d'accueillir le 24e du nom. C'est parti. C'était, oui, juste ça mon intro, on peut mettre le générique maintenant. Les Jeux Olympiques de Tokyo sont finis, mais j'ai très envie de vous parler de cette femme, Betty Robinson. Alors qu'elle n'a que 16 ans, elle gagne la médaille d'or du 100 mètres aux Jeux de 1928 à Amsterdam. Et c'était la première année où les femmes ont eu le droit de participer aux épreuves d'athlétisme. Et puis après, elle continue sa passion pour la course, persuadée de gagner une médaille au prochain jeu. Bon, c'était sans compter son petit voyage en avion avec son cousin en 1931, avion qui s'est crashé et dont elle est à peine sortie vivante, parce que le mec qui l'a retrouvée la croyait morte. Bon, heureusement que les pompes funèbres ont remarqué qu'elle respirait encore. Après des semaines de coma, des affirmations de la part des médecins qu'elle remarcherait jamais, des années de rééducation, d'entraînement, des soucis financiers avec la Grande Dépression, Betty se retrouve au départ de l'épreuve du relais 4 x 100 mètres avec 3 coéquipières aux Jeux de 1936 à Berlin et réussit à remporter l'or une fois de plus. Une battante Betty Robinson. Les derniers jeux étant à Tokyo, restons un petit peu au Japon pour découvrir un lieu insolite. La gare de Seiryu Miharashi. Un quai, on l'a, des rails, on les a. Une entrée par contre, non, il n'y en a pas, une sortie non plus, une route, peut-être un chemin, rien du tout. Est-ce qu'on peut toujours appeler ça une gare? Techniquement, son nom signifie plateforme avec une vue dégagée, donc je suppose que non, on ne devrait pas appeler ça une gare, mais plutôt un point de vue. En tout cas, on y accède par un train spécial et elle a été créée pour promouvoir le tourisme. Et ça marche bien, on est en train d'en parler dans une vidéo à l'autre bout du monde en ce moment même. Ceci est le tout dernier pont Inca. Le pont Quechua-Chaca au Pérou est remis en état tous les ans de façon traditionnelle en honneur de ce peuple ancestral. Parce que oui, un pont fait à partir de cordes végétales, ça a besoin d'être entretenu beaucoup plus régulièrement qu'un pont en pierre. Et puis d'ailleurs, à cause de la pandémie, personne n'a pu s'occuper du pont en 2020 et il s'est défait en mars 2021. Bon, pas d'inquiétude, il a été reconstruit peu de temps après. Et pour aller au Pérou, quel est le meilleur moyen si vous voulez pas faire 3 semaines de bateau? Prendre l'avion. Et si ça vous angoisse, l'aéroport de San Francisco a la solution pour vous, un cochon de soutien émotionnel. Voici Lilou, un cochon de la race Juliana qui a rejoint la Wag Brigade en 2013, sachant que tous les autres membres de cette brigade sont des chiens. Elle est là pour vous aider à passer un bon moment dans l'aéroport, à calmer vos nerfs à fleur de peau, à garder les angoisses à distance. Elle a même un compte Instagram. Je suis sûr que certains parmi vous ont bientôt un entretien d'embauche. Alors déjà, bon courage, je suis persuadé que vous allez tout défoncer et petit conseil, portez des lunettes. Une étude de 2011 du Collège des optométristes britanniques montre que l'on perçoit les gens portant des lunettes comme plus intelligents, plus compétents, plus productifs. Et n'est-ce pas ce que votre futur employeur souhaite ? Il y en a un en tout cas qui n'a pas eu besoin de passer un entretien d'embauche pour trouver sa vocation. En 1969, Roberto Solis braque un camion blindé et tue un des gardes de sécurité. Il reçoit une sentence à vie à la prison d'État de Folsom en Californie. En prison, il devient poète et auteur de 6 livres qui marchent super bien d'ailleurs. En 1992, il a droit à de la liberté conditionnelle dont il se sert pour voler un camion blindé avec 3 millions de dollars dedans. La boulette. Sa copine de l'époque s'est rendue à la police en 2005 alors qu'elle n'avait plus de nouvelles de Solis depuis 10 ans. Et encore aujourd'hui, Roberto est activement recherché par le FBI. 30 ans de cavale. Un autre voleur de profession, mais français cette fois-ci, Albert Spaggiari. Ouais, le nom de famille souligne bien ses origines italiennes. À la base, il est photographe, mais il est surtout connu pour avoir organisé le casse du siècle en 1976. Lui et son équipe arrivent à cambrioler la Société Générale de Nice via un tunnel qu'ils avaient creusé sous la banque. Après le vol, il s'en va se cacher aux États-Unis, mais il n'arrive pas à tenir sa langue et va se vanter de son expérience à la CIA. Évidemment, il finit par se faire arrêter, prison, etc. Bon, on pourrait se dire que c'est déjà pas mal, mais Albert, là, ce cher Albert, il décide que la prison c'est pas fait pour lui. Le 10 mars 1977, alors qu'il est présenté au juge, il lui donne 3 feuilles gribouillées avec le plan du coffre. Le juge ne comprend rien et Albert, disant qu'il va l'aider, se lève de son fauteuil et saute par la fenêtre. Heureusement, juste en dessous se trouvait une voiture qui a amorti sa chute et puis il s'enfuit à moto avec un complice qui l'attendait là. Après ça, il a vu du monde. Brésil, Argentine, Chili, Bolivie, Espagne, Italie. Il vivait sous pseudonyme, il a fait de la chirurgie esthétique et malgré ses relations très entretenues avec la presse, il ne s'est jamais fait rattraper par la police et est mort en 1989 en Italie d'un cancer de la gorge.
Three Identical Strangers est un documentaire sur ces trois hommes, Édouard Galland, David Kellman et Robert Chaffran. C'est à 19 ans qu'ils se retrouvent par hasard et découvrent qu'ils ont en commun leur date de naissance. Et c'est normal, puisqu'ils sont triplés. Ils ont chacun été placés dans une famille différente à 6 mois, et malheureusement pas par hasard. La séparation à la naissance était délibérée parce qu'ils faisaient partie d'une expérience scientifique conduite par le docteur Neubauer et son équipe pour apporter des réponses à l'interrogation de tous, innés ou acquis. Le documentaire est sorti en 2018 et est encore disponible sur Netflix au moment où je tourne. Vous savez ce qui manque le plus depuis que je vis à La Rochelle? Ikea. Et il n'y a pas de Ikea à La Rochelle. Bon, c'est pas le sujet de ce fait, mais je tenais à vous le dire. En 2018, Ikea sort une publicité dans le magazine suédois Amelia sur laquelle il est demandé d'uriner. Alors, pas n'importe qui, juste les femmes enceintes. Le papier réagit tel un test de grossesse et devient un coupon de réduction pour un berceau. Moins 50% contre un pipi. Avouez que c'est surprenant. Si je ne parle pas un petit peu de Moyen-Âge de temps en temps, je ne m'appelle plus Doc Seven. Nostradamus, apothicaire, auteur, mais aussi astrologue, voire même médecin selon certaines rumeurs. Bref, un mec avec plein de casquettes qui est surtout connu pour son livre Les Prophéties de 1555 qui contient plein de prédictions. Mais c'est pas de ce livre-là dont je veux vous parler. Je l'ignorais totalement, mais il a écrit à l'époque un autre bouquin très surprenant vu le personnage, Traité des fardements et confitures. Un livre de recettes. Nostradamus a écrit un livre de recettes. Comme quoi on peut être apothicaire, auteur, astrologue et bon cuisinier. En décembre 2019 a été publiée une étude qui s'est concentrée sur l'effet de l'isolement et de la monotonie environnementale sur notre cerveau. Pour ça, les sujets étaient tout trouvés, 9 scientifiques qui partaient 14 mois en expédition en Antarctique. Des IRM ont été faites avant le départ, puis après le retour des scientifiques, et on s'est rendu compte que le volume de matière grise dans certaines parties du cerveau avait diminué. Bon, c'est un petit peu compliqué et technique tout ça, donc je vous mets directement le lien vers le papier pour ceux qui veulent les détails, mais ça m'a fait me demander si le confinement n'aurait peut-être pas impacté négativement nos cerveaux. William McKinley était le 25e président des États-Unis et le 3e assassiné pendant son mandat. Depuis le début de sa carrière politique, il aimait bien porter une boutonnière d'œillet rouge. Il était persuadé qu'elle lui portait chance. Mais il aimait aussi donner sa boutonnière à des gens dans la foule, comme il l'a fait le 6 septembre 1901 lors de l'exposition panaméricaine au Temple of Music à Buffalo. C'est à la petite Myrtle Ledger, 12 ans, qu'il a donné sa dernière boutonnière avant de se faire tirer dessus. Il est mort à la suite de ses blessures quelques jours plus tard. Il aurait peut-être dû la garder finalement, sa boutonnière fétiche ce jour-là. Je sais pas, ça aurait peut-être eu l'effet d'un gilet pare-balles. La Google Car est en développement depuis 2020. Les Tesla sont équipés d'un programme autopilote de fou là depuis peu. Les voitures sans conducteur arrivent dans un futur proche. Et si je vous disais que la toute première voiture sans conducteur a été créée en 1993. Han Minghong a construit et testé sa voiture sans conducteur sur plus de 290 km sur une des routes les plus encombrées de Corée du Sud. Un ordinateur était sur le siège passager, des caméras, Han Minghong à l'arrière, souvent sans ceinture de sécurité d'ailleurs tellement il avait confiance en son véhicule. Si le gouvernement n'avait pas supprimé les financements, peut-être qu'on aurait déjà des voitures complètement autonomes aujourd'hui grâce à ces recherches. Et on termine là-dessus, les amis. J'espère que ce format vous plaît toujours autant. Sachez qu'on adore toujours autant lire vos opinions dans les commentaires avec l'équipe. Bon, pas quand vous nous dites juste alors là, par contre, je suis outré, il y a une faute d'orthographe. Et quand vous nous apportez des critiques construites et bienveillantes, ça nous aide toujours à nous améliorer et à vous donner toujours plus de contenu que vous apprécierez. Bref, tout ça pour vous dire que vous êtes notre soutien. Sans vous, je serais clairement pas là. Donc, encore une fois, un petit merci. Et on se voit très vite, et salut Internet!